Casablanca est la capitale économique du Maroc. Avec plus de 4 millions d'habitants, la ville est le premier centre d'affaires, le premier port et le premier centre universitaire. Non, c'est pas du tout de cette Casablanca-là dont on va vous parler. On va vous parler de Casablanca vue par terre de splendeur. Casablanca, c'est une ville qui a plus de 300 000 ans d'histoire. De l'homme de Sidi Abderrahmane à l'homo sapiens actuel casablancais. Casablanca, c'est une ville qui a été convoitée tour à tour. Casablanca, c'est une ville de patrimoine, une ville de culture. Accrochez-vous bien et laissez-vous guider avec moi à travers ma Casablanca, ma ville d'adoption. On y va? Commençons par le commencement, en nous rendant à la carrière Thomas I. J'ai quelqu'un à vous y présenter. Nous nous trouvons actuellement en plein centre de Casablanca, au sein d'une carrière, en compagnie d'Abderrahim qui est archéologue. Abderrahim, parlez-nous un petit peu de cette carrière. Cette carrière s'appelle la carrière Thomas I. C'est une carrière au départ pour l'extraction de matériaux de construction. Mais maintenant, c'est un site préhistorique de Casablanca où on a découvert pas mal de fossiles biologiques et culturels. Donc à partir de quand ont été découverts ces fossiles ? Alors, la première identification du site du niveau archéologique, c'était en 1985. Oui. Et depuis 1988, les fouilles se poursuivent dans ce site-là. Et depuis cette année, on découvre les fossiles, que ce soit des outillages taillés en pierre, que ce soit des restes fauniques, c'est-à-dire des animaux fossiles, que ce soit aussi des restes humains fossiles. Et vous les datez à quand tous ces fossiles? Alors, justement, la question de la datation du site est très importante parce que la carrière Thomas I, c'est maintenant le site le plus ancien du Maroc et on a la chance d'avoir ici deux niveaux archéologiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle nous dans le Djakan le niveau L, c'est l'occupation acheulienne ancienne, il date en moins d'1 million d'années. Et le deuxième site, c'est ce qu'on appelle la grotte à hominidés parce qu'on a trouvé associé aux outillages taillés sur la pierre et aux animaux fossiles des restes humains qui appartiennent à ce qu'on appelle dans le jargon scientifique Homo rhodesiensis, daté de moins 500 000 ans. Une partie ici, justement déposée en réserve à la carrière Thomas I, parce qu'elle est sous étude, donc on a un petit labo ici sur le site. Donc directement sur place? Voilà, directement sur place. Une autre partie, elle est déposée à l'Institut national des sciences d'archéologie du patrimoine à Rabat. Parce que justement, ces recherches, il faut le signaler, se passent dans le cadre d'un programme maroco-français géré par l'Institut national des sciences de l'archéologie du patrimoine et par le côté français, le CNRS et les affaires étrangères et quelques universités. Donc tout ce beau monde travaille ensemble justement pour dater et pour classer tous les ossements et tous les fossiles que vous retrouvez. On est capable maintenant de dire qu'à la carrière Thomas, on a des restes datés d'1 million d'années et on a d'autres restes datés de 500 000 ans. Et grâce à ça, je peux vous dire que maintenant, c'est l'Afrique qui est considérée, par exemple, comme le berceau de l'humanité. Casablanca, comme par hasard, la ville moderne, elle est considérée comme le berceau de l'humanité ancienne au Maroc. Grâce à ces restes de la carrière Thomas I, de ce site-là, on se trouve maintenant. Très bien. On va voir votre labo ? Nous quittons maintenant la carrière Thomas I. Et nous allons prendre un nouveau mode de transport. En quittant notre Wrangler, nous allons prendre le tramway de Casablanca. Nous sommes actuellement dans le tramway de Casablanca, en compagnie de Youssef, donc membre du bureau de Casa Mémoire. Donc Youssef, parlez-nous un petit peu de Casa Mémoire. Qu'est-ce que c'est que cette association? C'est une association qui a à peu près 20 ans. Elle a été fondée suite à une démolition. C'était la villa Morcré à Rofa. D'accord. Une très belle maison art déco. Et à partir de là, c'était un ras-le-bol de commencer à voir toutes les très belles maisons patrimoine de Casa être démolies.
il y a eu une prise de conscience. Donc cette association s'est formée. Elle s'est formée pour, valoriser le patrimoine, Oui. sensibiliser les Casablancais, mais aussi les autorités locales. 8e édition cette année. Oui, Donc ça a commencé il y a 8 ans. exactement. Cette année, il y a des spécificités à ces journées du patrimoine? Alors, elle est un peu plus resserrée, puisqu'on a l'équipe de Casa Mémoire a beaucoup travaillé pour monter le dossier pour inscrire Casablanca UNESCO? oui, au patrimoine universel. Donc il y a eu un travail vraiment énorme qui a été fait. Donc là, vous avez combien de guides sur les journées du patrimoine environ? Alors, il y en a un sur chaque site. On a à peu près une cinquantaine. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Lors des Journées du patrimoine, les visiteurs sont invités à de nombreux événements culturels, musicaux, à des expositions, à des diffusions de films et de documentaires à travers de nombreux lieux emblématiques de la capitale économique. Nous avons notamment pu nous promener à travers les abattoirs de Casablanca. Profitons d'un rayon de soleil illuminant le quartier des Habous. Il fut érigé à partir des années 20 afin d'accueillir les négociants qui affluaient vers la ville de Casablanca en provenance des 4 coins du Maroc. Ici, nous avons toujours le temps de flâner et de déguster les meilleures cornes de gazelle du Maroc préparées par l'incontournable pâtisserie Bénis. Bien évidemment, à déguster avec un verre de thé à la menthe. Comme je vous l'ai déjà dit, Casablanca c'est aussi des hôtels. Nous rendons maintenant au Sofitel Tour Blanche, en plein centre de Casablanca, à côté du quartier Art déco. Chose promise, chose due, nous voici dans l'un des plus beaux hôtels de Casablanca, si ce n'est le plus beau, au Sofitel Tour Blanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Chloé. Alors, parlez-nous un peu de cet hôtel. Tout d'abord, bienvenue au Sofitel Casablanca Tour Blanche. Vous Merci. êtes ici au cœur de la capitale économique, dans une tour de 24 étages, à la croisée des arts, de la culture, de l'architecture, du design et de la mode. Donc l'hôtel est constitué de 171 chambres et suites, avec au 24e étage un magnifique penthouse, avec une vue panoramique sur toute la ville, la mosquée Hassan II et la baie de Casablanca. D'ailleurs, vous en avez un petit aperçu juste derrière nous. Et nous ne sommes qu'au 22e. Exactement, donc 2 étages plus haut. Vraiment Ouais. spectaculaire. Mais voilà, donc on ne vient pas uniquement au Sofitel Casablanca Tour Blanche uniquement pour se reposer ou pour dormir. L'hôtel est également constitué de 2 restaurants, un Ouais. bar, un espace de conférence et puis également un spa qui s'étend sur 1200 mètres carrés. Magnifique. Donc je tiens vraiment à Ouvert mettre aux touristes et aux Casablancais Exactement, aussi. voilà, que vous soyez client résident ou non résident. Quand c'est qu'a été inauguré votre hôtel? Alors l'hôtel a été inauguré en juin 2011. D'accord. Et donc ici, nous nous trouvons en plein milieu du centre historique de Casablanca. Exactement, et ce n'est pas un hasard. En fait, si une phrase devait traduire un petit peu votre expérience au Sofitel Casablanca Tour Blanche, elle serait un petit peu quand l'art inspire les arts de vivre. Et c'est vrai que voilà, la Tour Blanche propose un mix incroyable entre le meilleur de la culture marocaine et l'art de vivre à la française. Donc voilà, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui cet hôtel est situé ici, car voilà, c'est un lieu qui regroupe un petit peu tous les éléments pour constituer l'identité de la Tour Blanche. D'accord. Donc j'ai entendu dire que vous aviez 2 très bons restaurants ici. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah oui, donc comme discutait un petit peu auparavant, on a déjà 2 restaurants et puis un bar. Et c'est vrai que, voilà, que vous soyez client résident de l'hôtel ou bien client externe, ces endroits vous sont ouverts. Ouais. Ces endroits sont très liés puis proposent des ambiances tout à fait différentes, à la fois conviviales,
confortables et qui sont rythmés de rendez-vous tout au long de la journée, qui évoluent tout au long de la journée, allant du petit déjeuner buffet à la brasserie La Tour ou sinon express au niveau du Casart, en passant par un déjeuner, toujours au restaurant ou bien sinon sur la terrasse qui est ouverte sur l'extérieur. Vous pouvez y accéder directement de la rue et voilà, c'est très agréable, un petit écrin de verdure aussi au sein de cette ville. Ce qui fait du bien. Exactement. Vous avez des spécialités à la brasserie par exemple? Alors à la brasserie, voilà, c'est une carte qui se réinvente hebdomadairement, Ouais. de manière hebdomadaire. Et donc du coup, voilà, vous pouvez découvrir un petit peu le meilleur des brasseries françaises avec une petite touche marocaine à chaque fois. Donc nous avons un chef exécutif qui met un accent à sélectionner les meilleurs produits. Et c'est vrai que nous avons la chance d'être au Maroc et donc du coup d'avoir de très très bons produits. Donc, super. J'ai eu la chance d'assister à un café littéraire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, à la Tour Blanche, les voyageurs internationaux, marocains et casablancais plus précisément, pourront trouver l'expérience qu'ils recherchent en termes de design, de culture, de gastronomie et de bien-être. Et c'est pour ça que nous mettons un point d'honneur à être partenaires des événements culturels de la ville. Et donc pour parler plus précisément de deux événements qui nous tiennent à cœur, premièrement les cafés littéraires qui sont organisés tous les deuxièmes jeudis du mois au Casart et qui sont animés par Mélanie Frédéric-Sigli, exactement au bar, et qui attirent chaque mois de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la culture et par la littérature. Dernièrement, c'était un café littéraire que nous avons organisé exceptionnellement au Penthouse avec Leila Slimani qui a été primée au Goncourt très récemment. Donc voilà, non, c'est bien de voir que pas mal la de ville personnalités du monde littéraire viennent aussi ici présenter justement au Casablancais et à vos résidents de l'hôtel ce qui se passe au niveau littéraire. Exactement. Et l'idée, c'est également aussi de pouvoir promouvoir à l'international les écrivaines marocaines. Notamment, nous organisons le prix littéraire une fois par an, vers mars ou avril, dépendante de l'année, et de pouvoir justement montrer toute la richesse de la littérature marocaine à l'international. Et ça, c'est un événement propre au Sofitel. Exactement. Oui. D'accord. Le Casa Fashion Show? Alors le Casa Fashion Show, qui est le deuxième événement dont je voulais vous parler. Donc le Casa Fashion Show est aujourd'hui le rendez-vous incontournable des aficionados de la mode et du coup qui a lieu 2 fois par an. Une fois en avril, une fois en octobre. Les 2 fois ici à Casablanca. À Casablanca, au Sofitel. Et voilà, donc c'est vrai que l'élégance et le raffinement sont les maîtres mots de cet événement. Super, merci beaucoup. Merci. À 300 mètres du Sofitel Tour Blanche et à quelques pas de la gare Casaport, je vous conseille de faire un détour par la galerie de Lémence. Ce concept store, niché dans un hôtel particulier des années 20, superbement restauré par Sophie Benkiran, présente une sélection de meubles, objets, accessoires de créateurs marocains et internationaux. Allez, maintenant nous quittons Casablanca, nous partons à 20 km un peu plus au sud, à la rencontre de Ftouma qui va nous parler d'agroécologie. Nous voici à 25 minutes de Casablanca, à Darboisa, donc nous sommes au sein de la ferme pédagogique. Bonjour. Darboisa, bonjour. Elle s'appelle la ferme pédagogique Jnan El Kbir. Jnan El grand jardin. Donc le grand jardin de Casablanca. Ce jardin est magnifique. En 2003, j'ai été piqué par la thèse et le concept de Pierre Rabhi de l'agroécologie. Ouais. Du coup, j'ai laissé tout tomber. J'ai quitté quitté mon boulot, tout, j'ai démissionné et puis j'ai acheté ce petit bout de terrain. Il n'y avait que de la pierre, hein. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'arbre, rien du tout. Hein. Ça a bien changé? Ni la haie, ni rien. C'était juste un espace vide parmi les espaces. Et on l'a transformé en petite oasis. Le concept est très important parce qu'il ne s'agit pas d'un petit jardin banal simplement pour venir passer des vacances ou quelques heures, se reposer, manger. D'abord, il concerne la sécurité alimentaire. Ça veut dire qu'on doit garder les terres arables autour des grandes villes
productive. Donc ça, c'est un exemple pour dire il faut. La deuxième chose, le réchauffement climatique, je ne l'invente pas, il est là, avec la COP22 c'est encore mieux, tout le monde en parle, mais il faut qu'on comprenne ce qu'on dit. Donc on ne peut pas continuer à bétonner et dire qu'on participe à la COP22 simplement en faisant des éoliennes ou des choses. Il faut de la végétation et de la verdure, partout. L'agroécologie, ça veut dire c'est une agriculture qui est respectueuse de ressources naturelles et en même temps de l'humain. Ça veut dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de l'agriculture, parce que vous savez que l'agriculture, c'est l'économie verte qui consomme le plus de ressources naturelles. Elle consomme beaucoup d'eau, 80% je pense des ressources en eau à travers le monde sont consommées par l'agriculture, et les ressources en terre, c'est-à-dire que toutes les terres arables sont transformées pour produire. Alors imaginez si elles sont mal utilisées, si elles sont acides, si elles sont avec plein de produits chimiques, elles deviennent encore plus consommatrices, elles se détruisent, et quand elles se détruisent, il y a moins de végétation, et quand il y a moins de végétation, les changements climatiques ils font des dégâts encore plus. Vous nous avez parlé un petit peu de Pierre Rabhi. Ah donc, oui, qui est Pierre ce grand Rabhi, monsieur? c'est le monsieur qui, c'est un petit peu le gourou de l'agroécologie. L'agroécologie et pour le Maroc. En 2001, on ne voulait plus parler de lutte contre la pauvreté, mais d'aller à la recherche des richesses des gens. Si les gens sont là, c'est qu'ils ont des richesses à faire connaître, et à nous de les voir, et à nous d'aider à les accompagner pour les développer. Donc, dans ce cadre-là, nous avons organisé une belle rencontre, une très belle caravane du côté de Taroudan. Il s'appelait le chemin de l'alliance entre le féminin d'Orient et le féminin d'Occident. Où on a introduit un peu, ouh là là, mais tout le côté poétique qui est complètement oublié dans le cadre de l'économie. Oui. Donc on a remis tout ça dans le circuit. Et puis je suis allée moi-même chercher Pierre Rabhi à Aix-les-Bains dans une belle rencontre avec Terre du Ciel à l'époque. C'était une organisation qui faisait de très belles choses. Et je lui parle du projet et il a pas hésité une seconde, il a dit je marche. On a commencé par le potager, après on a mis des arbres. Le potager, maintenant vous avez plus d'une vingtaine d'hectares à peu près autour, de jeunes paysans qui sont... Et sans aucun produit? Non, non, rien du tout. Non, que naturel. On travaille avec du compost, on travaille avec des techniques d'alliance, on travaille avec les rotations. Vous savez, les alliances, ce sont des plantes les unes à côté des autres qui s'accompagnent, qui s'entraident, et donc pas besoin de mettre des produits chimiques, voilà, pas besoin de traiter au chimique. Les plantes s'entraident entre elles-mêmes. Le sol est fort, devient plus fort, plus costaud, et donc la plante a moins de possibilités de tomber malade. On a développé la première promotion d'animateurs venus du Maroc. Oui. Donc on a formé des animateurs, ils viennent des différentes régions et donc ils sont appelés à comprendre ce qu'on fait, pourquoi on fait et comment on fait, etc. et pouvoir le transmettre. Et ça c'est une initiative propre au Maroc? Ah ça c'est... De former ces jeunes? C'est une initiative, il y en a aussi en France. Bien sûr. Ils le font. Nos amis, nos bailleurs de fonds, d'ailleurs c'est nos amis français, le réseau de Pierre Rabhi, THPZ, qui a financé notre fonctionnement. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on a pu aller chercher des financements pour faire des projets de formation. Donc on a formé des animateurs, nous avons formé des porteurs de projets. Donc il y a beaucoup de jeunes, comme vous par exemple, qui veulent revenir à la terre et qui viennent se former. Et puis ensuite, alors maintenant ces projets-là, vous en avez en veux-tu, voilà, partout. Donc là, c'est de la production qui est complètement bio. Tout à fait. Et tout à qui fait. est rentable. Et là, elle est bio, elle est labellisée. C'est-à-dire qu'on a fait le cachet bio. D'accord. Donc vraiment, vous êtes labellisé bio. Bio. Très belle initiative. Mille merci. Je vous remercie. À bientôt. La corniche d'Endiab, lieu très connu par les Casablancais et par les touristes, car ici se trouvent de nombreux restaurants, de nombreux bars, de boîtes de nuit et évidemment la plage. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en 1957 et en 1958, ce décor a servi de lieu pour le premier circuit de Formule 1 du Maroc. Nous avons maintenant rendez-vous à Sidi Bad, qui se trouve justement à Endiab, pour aller voir le parc d'attractions.
de hauteur en compagnie de Yasmina qui est directrice commerciale et marketing du centre Sindibad. Donc Yasmina, dites-nous un peu plus sur ce magnifique parc. Le parc Sindibad a ouvert ses portes le 12 août 2015. C'est un parc qui s'étend sur plus de 30 hectares et il comprend 3 univers, donc les attractions, un parc animalier et de la restauration. D'accord, donc les attractions, il y a quoi à peu près comme attraction dans ce parc? Alors nous avons actuellement 22 attractions qui font le bonheur des petits et grands. Il y a un petit peu de tout, il y a des attractions à sensation, il y a des attractions pour les enfants, il y a des attractions qu'on peut faire en famille et des attractions fun. Attraction phare ici au parc? Aujourd'hui, notre attraction phare reste le Serpent, donc qui est un coaster ou encore le Grand 8. C'est une attraction qui vous donne 42 secondes de sensations très fortes. Il y en a 2 qui sont en cours, l'hydrolift et la Maison de la Terre. Le zoo, combien d'espèces environ? Nous avons environ un peu plus de 30 espèces, ce qui équivaut à une bonne centaine d'animaux. Donc on peut y voir des lions, des tigres, des girafes, des gibbons siamangs, des makikata, des autruches, plein de... Et donc le zoo est intégré directement dans ce parc? Tout à fait, ouais. Très bien. Bon, on va aller faire un petit tour vers le zoo. Donc nous sommes actuellement en direct du parc de Sindibad, donc composé de plus d'une vingtaine d'attractions au total. Nous trouvons des attractions à sensations, ainsi que des attractions pour toute la famille. Vous avez ici par exemple un magnifique plan d'eau, donc sur lequel on peut faire du pédalo, et au-dessus de ce plan d'eau, la tyrolienne que nous avons fait un tout petit peu plus tôt. Le parc est composé d'un zoo, donc où nous allons nous rendre plus tard en compagnie de Pierre, qui dirige justement le zoo, et nous allons aller voir les lémuriens. Donc nous sommes en compagnie de Pierre et des lémuriens donc du parc de Sindibad. Donc Pierre, expliquez-nous un petit peu quand a ouvert votre parc, comment ça se passe. Donc le parc a ouvert au mois d'août dernier. Ouais. On a fini la construction des bâtiments donc tout début d'été. Et ensuite on a reçu donc les animaux. Donc ici on présente, on a une partie africaine, donc avec une grande plaine africaine qui fait un peu plus d'1 hectare. Ouais. Donc dessus pour l'instant on présente 2 femelles girafes. Donc on espère par la suite recevoir un mâle. Donc ils sont mélangés avec des autruches, des pintades, quelques gazelles. Ouais. Et donc on attend encore de recevoir prochainement des zèbres et d'autres antilopes. Donc après voilà, on a un groupe de lions, donc un mâle et 2 femelles. Donc notre lion nous vient d'un zoo en France. Ouais. Nos femelles arrivent d'ici au Maroc, d'un petit parc. Donc voilà, on a essayé de créer une petite famille de lions qui sont présentés un peu différemment des autres parcs zoologiques. Là on présente les animaux, ils sont en face de nous. Les gens vont... Il y a un fossé, donc les gens des fois croient qu'ils sont loin, mais au final ils sont qu'à 10 mètres de nous. Donc ici on a à peu près 35 espèces pour un peu plus de 130 animaux. D'accord, sur combien d'hectares le zoo est... Sur presque 5 hectares. Donc oui, dernièrement on a eu une naissance de porc-épic, mais d'un porc-épic albinos. Ça doit être assez rare quand même, non? Ça devient de plus en plus courant en captivité, mais ici pour notre première naissance on ne s'attendait pas déjà à avoir une naissance et encore moins un porc-épic albinos. Première naissance au zoo, ça promet. Étalé sur 32 hectares, Sindibad by Walibi saura amuser les petits comme les grands en toute sécurité. Tant au niveau du zoo, où les animaux évoluent en semi-liberté, qu'au niveau des attractions, certifiées par un organisme de contrôle international, le TÜV, qui se déplace très régulièrement d'Europe afin de contrôler et de valider la sécurité. Venez tester par vous-même toutes les attractions que vous propose ce parc.
a plu. Maintenant, vous avez Casa bien en main. Je vous laisse, je vais tester ma Wrangler un peu sur la route. A très vite pour de nouvelles destinations Terre de Splendeur. Zit, 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 zit. La gazelle.